Nous nous trouvons dans la crypte Saint-Pidis, juste en dessous de l'église du séminaire d'Écône. C'est ici que repose depuis le 24 septembre dernier Monseigneur Marcel Lefebvre. Il est maintenant plus facile d'accéder à sa tombe pour s'y recueillir. C'est aussi une sépulture plus digne. C'est un hommage qu'a bien mérité notre fondateur. Sur la tombe elle-même, vous pouvez lire ces paroles de l'apôtre saint Paul, « Tradidi quod et accepi » »« J'ai transmis ce que j'ai reçu ». C'est une des phrases marquantes du sermon que Monseigneur Lefebvre a prononcé lors des consécrations épiscopales de 1988. Il tenait à ce que ces mots soient gravés sur sa tombe. Ce que j'ai reçu, c'est-à-dire une foi profonde dans la divinité du Christ, un désir ardent que son règne arrive dans la société, une charité qui vient de Jésus crucifié, qui s'offre à l'autel tous les jours pour notre salut. Ce que j'ai reçu, je l'ai transmis, en formant des prêtres comme l'Église les a toujours voulus, en prêchant la foi, en maintenant la messe de toujours. Voilà tout le combat de Monseigneur Lefebvre, transmettre ce qu'il avait reçu de l'Église. Alors, au-dessus du tombeau, vous pouvez voir le gisant qui représente Monseigneur Lefebvre en vêtements épiscopaux, qui dort du sommeil des justes, en attendant paisiblement la résurrection. Le prélat est revêtu d'ornements, reproduisant fidèlement ceux que Monseigneur Lefebvre avait coutume de porter. En particulier l'aube et celle qu'il portait lors de la cérémonie des sacres en 1988. Quant à la crosse qui est encore en cours de réalisation, elle est à l'image de celle qui lui a été offerte pour son jubilé sacerdotal de 1979. La plaque commémorative, avec les armoiries du prélat, on y lit sa devise qui est tirée de Saint Jean, « Et nos credidimus caritati », nous avons cru à la charité. En dessous sont mentionnés les principaux titres de Monseigneur, rappelant ainsi la tâche considérable qu'il a accomplie tout au long de sa vie, passée au service de la Sainte Église. Cet imposant monument n'est pas encore tout à fait terminé, cependant, on devine aisément que les coûts de réalisation sont immenses. Alors n'hésitez pas à faire un don pour participer vous aussi à cette réalisation. Votre aide nous est très précieuse. Merci infiniment. À présent, remontons un peu en arrière dans le temps et allons rencontrer notre sculpteur dans son atelier quelques jours avant l'installation du gisant. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos caméras? C'est Philippe Bouvet, tailleur de pierre. Vous venez de... De Thonon, l'entreprise, c'est l'entreprise Jacquet, qui se trouve à Châles-les-Eaux et à Estrablin, à côté de Vienne. On vous connaît ici assez bien dans la maison puisque vous avez par le passé, il me semble, travaillé à d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Le maître hôtel en 2011-2012, le tabernacle, les bénitiers, la chaire à prêcher avec d'autres jeunes qui ont fait leur travail de compagnons dessus. Moi j'ai fait un peu l'étude et puis les évangélistes et la colombe donc de pupitre. Et puis ensuite le tombeau de Monseigneur Lefebvre. Le gisant de Monseigneur Lefebvre sur lequel vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet? Depuis 1 an, avec les études avec M. Cagli et puis le modelage donc, en terre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la technique? C'est de l'argile. On fabrique une maquette en argile pour être sûr d'avoir la ressemblance, parce que l'argile, on peut en rajouter et en enlever. Et tant qu'on n'est pas satisfait de la ressemblance, on continue. Et une fois que la ressemblance est jugée bonne, à ce moment-là, on le moule en plâtre, parce que l'argile, il ne se conserve pas, il sèche. Et en séchant, il se rétracte. Et en rétractant, il fissure. Donc voilà, le moulage en plâtre est là. Et c'est ce qui a servi à pouvoir faire une copie fidèle, parce qu'on ne peut pas attaquer directement dans la pierre pour avoir une ressemblance. C'est trop risqué. Parce que la pierre, on peut en enlever, mais on ne peut pas en rajouter. Enfin, sauf des cas exceptionnels. Sauf des cas exceptionnels. Est-ce que vous pouvez décrire le sarcophage, les matériaux que vous avez utilisés? Mais c'est la même pierre, c'est de la pierre de lin, c'est la pierre d'Hauteville, un calcaire très dur, un calcaire marbrier. Et la plaque panégyrique est aussi en pierre d'Hauteville, avec des incrustations en d'autres marbres, voilà, pour les armoiries. Pour les armoiries, il y a des couleurs vertes voilà. Et rouges. Rouge, il y a du rouge de Vérone, du marbre blanc de Carrare,
Il y a de l'onyx vert. Et puis, il y a des pierres noires aussi. Et puis de la scagliole. C'est un procédé antique avec des colorants naturels, du plâtre à modeler et de la colle d'os qui imite la pierre. Voilà. Et le sarcophage, vous avez aussi commencé à travailler il y a une année à peu près sur ce Oui, projet. oui, sur les projets, oui. Et la réalisation s'est faite en printemps, après le déconfinement, puisqu'elle était posée fin juin. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien pèse le monument au total? Le gisant, il doit être à 800 kg. Et il va peser 4 tonnes 5. Bon, oui, 4 tonnes 5. Ouais. Alors ça amène une autre question, c'est l'installation du gisant sur le tombeau. Ça va pas être facile à faire, j'imagine. Est-ce que vous avez une idée de comment vous allez procéder? C'est une grue araignée, la même qui a posé le maître-autel, qui va venir. Et ensuite, on va essayer de trouver des astuces pour pouvoir enlever les sangles facilement. Le gisant qui paraît avoir subi quelques modifications récemment, est-ce que vous nous expliquez ce que vous êtes en train de faire à ce stade-là? Je vais rallonger l'aube pour la faire arriver au niveau des chaussures. Voilà. Et comment est-ce que vous allez procéder pour rallonger cette aube? Et bien là, je suis en train de faire une incrustation pour pouvoir ajouter une pierre à l'intérieur, de façon à ce que les joints soient camouflés et que rien ne se voie. Normalement, ça devrait aller. Et les chaussures ici, alors vous avez modifié quelque peu les chaussures, est-ce que vous nous expliquer ce que vous avez fait? Oui, on a changé de marque de chaussures. Les premières chaussures n'étaient pas... En fait, le choix n'était pas adapté. On a modifié pour les affiner. On a trouvé une autre paire de chaussures. Combien d'heures de travail cela vous a pris au total? On va approcher les 500, je pense, hein, en tout. Il y en aurait eu beaucoup moins avec le maître-autel, il y en a eu beaucoup plus. Hein. Ça se compte par milliers, je crois. 1500 ou 1800, je sais plus. Est-ce que sur le reste du gisant, il reste des choses encore à affiner ou à La dentelle. Au niveau des manchettes, des gants, en fait, c'est les broderies que je dois mettre en place. Sinon, et puis il y a un peu de polissage, quoi. Quelques finitions autour, mais c'est quasiment, le visage est fini. Les mains, il reste plus que un petit peu de renfoncement. Je vais creuser un petit peu entre les doigts pour donner plus de relief. Mais sinon, c'est quasiment terminé.